Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler moto, pour faire le débrief du Grand Prix d'Inde. Et oui, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ce week-end de course avant le Grand Prix du Japon. C'est vrai qu'on arrive avec un petit peu de retard. On va revenir sur ce premier Grand Prix moto en Inde qui a été un petit peu rocambolesque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief des compétitions que je peux voir en direct. Et puis on se retrouve tout de suite pour ce Grand Prix d'Inde. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire également un super thanks. Circuit intéressant, ce circuit d'Inde. Alors, c'est pas le plus beau circuit de l'histoire, mais il est plus intéressant en moto qu'en Formule 1 parce qu'il y a quand même pas mal de dévers qui rendent les virages techniques avec les motos plus techniques qu'à l'époque de la Formule 1 où ça faisait plutôt des bankings et on pouvait passer les virages très vite. Je me souviens notamment de la grosse épingle qui là devient compliquée avec les motos, était assez facile du côté des voitures. Même si, encore une fois, c'est un circuit à la Hermann Teiche, donc c'est-à-dire un circuit où vous avez une énorme ligne droite. C'est Austin, c'est quand il y a un circuit où Teiche a travaillé, on le reconnaît tout de suite. C'est le circuit de Shanghai en Formule 1 aussi. Voilà, il y a toujours une énorme ligne droite. Bon, bah là encore, en Moto 3, je suis pas sûr que c'était très intéressant. J'ai pas suivi les courses Moto 3, mais ouais, c'est toujours un peu le problème de ce type de circuit. Circuit intéressant, mais organisation à revoir complètement. On a eu des séances décalées, ça a été un peu le bordel en termes d'organisation. On sent que c'était pas prêt, c'était pas fini. Du côté de ce circuit, notamment le coup des bouteilles d'eau qui n'avaient pas été acheminées au commissaire de piste, c'est assez extraordinaire. Mais c'est pas une surprise, c'était déjà le même souci avec le Grand Prix de Formule 1. Je rappelle que la première année du Grand Prix de Formule 1, première séance, il y a des chiens errants qui traversent la piste. Voilà. Donc c'est l'Inde. C'est-à-dire que je pense que c'est un pays qui marche quand même de manière bizarre. Enfin, de manière bizarre. Je rappelle quand même, ça marche avec des castes du côté de l'Inde. Et à chaque fois que j'ai vu des compétitions organisées en Inde, tout le temps c'était mal organisé, tout le temps il y avait des problèmes. Donc j'ai vu de la F1, j'avais vu des trucs en e-sport, c'était le bordel aussi. Voilà, je pense que c'est une habitude dans ce pays de pas être fantastique en termes d'organisation. J'ai envie de dire qu'en France, on n'est pas top non plus en termes d'organisation de compétitions sportives. Regardez les problèmes qu'on a eu, notamment du côté du rugby, avec notamment des soucis de buvette, avec les bières qui n'étaient pas réfrigérées, ou le souci de gestion de public du côté du vélodrome. Pas mal de chutes ce week-end. Forcément, on est sur un nouveau circuit. Je pense que le tarmac a vieilli aussi par rapport à l'époque de la Formule 1. Et en plus, il y a certaines zones où il a été refait, il y a certaines zones où où il n'a pas été refait. Donc c'est assez dur de savoir comment trouver la bonne solution en termes d'adhérence. Ce qui a provoqué encore des blessures, mais ça c'est toujours le problème de la course sprint. Moi, je pense qu'il y a un moment, faut arrêter. Il y a trop de courses dans l'année. Là, on se retrouve à avoir 40 grands prix, quasiment, 40 départs. Forcément, il y a des catastrophes. Bon, fallait pas être devin. J'en avais parlé, moi j'étais pas pour. On l'a vu dès le premier Grand Prix avec Espargaro. Parce que le problème, c'est que tu ne peux. Là, on l'a vu sur un circuit nouveau, tu ne peux plus découvrir les pistes. Et encore, là, on avait quand même quelques données de l'époque de la Formule 1. Le Grand Prix du Kazakhstan l'année prochaine, s'il a lieu. La Finlande, il semblerait, est disparu du calendrier, mais le Kazakhstan, je ne sais pas comment on va faire avec des week-ends comme ça. Et on a vu notamment sous la pluie, il a fallu rajouter une séance à l'arrache. Sauf que ça fait du temps énorme passé sur les motos. Et là, on commence à voir quand même sur cette fin de saison des pilotes qui sont complètement rincés. On a vu notamment les images de Jorge Martin, surtout qu'en Inde, les conditions climatiques ne sont pas évidentes. Et on voit les pilotes qui sont vraiment dans le dur, physiquement. Et puis, l'intersaison va être très courte. La récup va pas être simple. Donc, je pense que l'année prochaine, ça peut peut-être encore être pire pour les pilotes.
avec ce format-là, ça devient très très compliqué, voilà, très très difficile. Et on voit qu'en plus, un pilote qui va être champion du monde comme Bagnaia peut-être, avec énormément d'abandon sur la saison, donc sur les courses du dimanche. Donc voilà. Bon, moi j'ai du mal à comprendre cet objectif, et en plus en moto on prend encore plus de risques, parce que je rappelle que la course du samedi n'a aucune incidence sur la grille de départ du lendemain, donc ce qui fait que les pilotes ont tendance à prendre plus de risques du côté de la Formule 1. Et ça va pas s'arranger avec le calendrier 2024, parce qu'on aura plus de courses, et surtout le Grand Prix du Kazakhstan, le retour à Motorland. Motorland, les départs, c'est pas simple, donc on va voir comment ça va se passer. On aura de nouveau 4 Grands Prix en Espagne. On pensait que c'était fini, cette idée de mettre 4 courses en Espagne, eh bien non. Donc on a Catalogne, Valence, Jerez, Motorland, et on rajoute à ça le Portugal. Ça fait quand même beaucoup pour un même secteur géographique. Et toujours les courses sprint qui sont prévues, donc là pour les pilotes ça va être un enfer. Avec notamment 4 Grands Prix prévus en septembre. Donc 4 Grands Prix en moins de 30 jours, ça va faire vraiment mal aux pattes, surtout en deuxième partie de saison. Note du Grand Prix, j'ai mis 5 sur 20. Les courses n'ont pas été... Alors, elles ont été spectaculaires parce qu'il y avait des écarts de niveau, mais en fait les dépassements, ils étaient assez simples parce que il y avait des grosses différences de rythme entre les pilotes, et surtout l'organisation de ce Grand Prix qui était catastrophique et complètement à revoir, que ça soit à cause des autorités indiennes, des organisateurs des promoteurs de ce Grand Prix, mais aussi à cause de la Dorma, parce que cette fameuse séance sous la pluie, elle est aussi due au fait que on a un calendrier qui est tellement chargé, au niveau un programme de course qui est tellement chargé que ça devient très très difficile. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. Week-end intéressant pour Fabio. Ça faisait depuis longtemps qu'il n'avait pas réussi à être performant sur un week-end complet, qualifié directement en Q2. Ça lui a retiré un énorme poids sur les épaules. La course sprint est intéressante, mais il prend la 6e place. Puis il a profité des abandons sur la course 2 sur le Grand Prix du dimanche pour prendre un beau podium, même si on a vu que face à Bezzecchi le samedi, il ne pouvait pas du tout suivre le rythme, et le dimanche, il ne pouvait pas suivre le rythme de Bezzecchi, et il a par contre été bon par rapport à Jorge Martin. Ça fait du bien. Après, Yamaha avait peut-être un peu plus de données sur ce circuit, mais ça fait du bien quand même pour Fabio. On sentait qu'il était content quand même si, encore une fois, il n'était pas complètement satisfait de sa machine. Ça, c'est le problème. Mais au moins, il y a eu un résultat, mais on sent qu'on tâtonne chez Yamaha. On va pas revenir là-dessus, j'en avais déjà parlé précédemment, mais au moins, voilà, il montre qu'il est encore rapide. Il montre aussi, aux yeux de la Moto Grand Prix, qu'il n'a pas baissé les bras. Complètement, Fabio Quartararo, et il montre surtout qu'il sait toujours être rapide. Donc ça permet de montrer aux adversaires que quand la moto marchera, ou s'il changeait d'équipe et qu'il était performant sur sa moto, ça commencerait à être compliqué pour ses adversaires. On poursuit avec Johann Zarco, week-end mi-figue, mi-raisin, abandon le samedi. Ça, c'est pas top, surtout que il avait plutôt du rythme lors des essais. Qualif direct en Q2, il fait une qualif correcte, 7e place, et il est quand même devant Fabio, par exemple, en qualif. Il n'est pas très loin de Marc Marquez. C'est ça qui est dommageable, parce que tu vois, si tu fais un dixième de mieux, t'es 5e sur la grille de départ, donc ça se joue à pas grand chose. Le dimanche, c'est pas mal, mais tu sens quand même qu'il n'est pas en capacité d'aller chercher Fabio. Et il fait 6, mais ils sont que 16 à l'arrivée. Donc il y a quand même là encore pas mal de... 16 en sachant que vous aviez Bradol et Pirot. Donc voilà.
Et donc le dimanche, donc c'est correct là encore, mais pas non plus fantastique. Après, pour Johan, il marque encore des points. Encore une fois, dans cet objectif, 5e place du championnat du monde des constructeurs, ça c'est très intéressant pour lui. Mais c'est vrai que si on regarde les résultats, c'est correct, mais voilà, sans plus. Après, j'ai envie de dire comme d'habitude, sa deuxième partie de saison est souvent moins bonne que la première. C'est vrai qu'il a un peu plus de mal sur ces circuits en dehors de l'Europe. C'est des circuits où aussi on roule moins, mais en Moto 2, ça lui posait pas de problème. Je me souviens qu'il avait fait des bonnes courses en Malaisie ou en Argentine. Mais là, on a l'impression que c'est vrai que les courses en dehors de l'Europe, en MotoGP, ça a toujours été un problème pour Johan. Et puis je termine avec Gaz. Week-end difficile pour Gaz, avec un Augusto Fernandez qui fait une bonne course le samedi, mais qui n'est pas dans les points. Avec un Pol Espargaro qui lui est tombé. Le lendemain, c'est l'averse. Augusto Fernandez tombe très vite et Pol Espargaro marque quelques points, mais seulement 13e. C'est vrai que c'est un maigre butin, surtout que de l'autre côté, Honda et LCR marquent un peu plus de points que toi, tes adversaires, on va dire, au championnat, donc des constructeurs. Donc c'est vrai que c'était difficile, mais avec une KTM qui n'était pas en facilité sur ce circuit. Jack Miller a été en galère pendant tout le week-end. Binder, ça n'a pas été si facile que ça pour lui. Il a fallu vraiment qu'il se bagarre avec sa machine pour prendre de belles 4e places. Et c'est vrai qu'un Jack Miller a été en difficulté aussi ce week-end. Donc voilà, pour Pol Espargaro qui est de retour de blessure, Augusto Fernandez, c'est pas simple. Et puis ils sont sous pression les deux, parce qu'on sait qu'il y a un petit pilote qui veut monter du Moto 2 vers la MotoGP, qui a un contrat assuré. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va sauter. On sait également que Kawasaki essaye en Superbike, essaye de remplacer Rea. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait appelé Pol Espargaro. Ça ne m'étonnerait pas aussi qu'on ait peut-être appelé Di Gianantonio aussi chez Gresini. Mais ça serait dommageable qu'un de ces deux pilotes-là partent du MotoGP, parce que je trouve qu'Augusto Fernandez, pour un débutant, fait une saison qui est intéressante. C'est pas facile d'être débutant et de marquer beaucoup de points chez Tech 3. Et de l'autre côté, Pol Espargaro, c'est difficile de juger, en sachant qu'il y a la moitié de la saison où il a été absent à cause de cette blessure du côté du Portugal. Et voilà, ça serait triste qu'un de ces deux pilotes-là quitte la MotoGP, parce qu'il y en a un qui fait une saison encourageante, l'autre, la saison a été difficile. Donc ça serait triste que Pol Espargaro s'arrête, alors que sa saison a été très compliquée. On passe tout de suite au coureur au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Bezzecchi. Bezzecchi pouvait gagner les deux courses ce week-end s'il n'avait pas eu son problème le samedi. Il était sur une autre planète en termes de rythme, et on le voit, autant je disais Zarco il a du mal sur la deuxième partie de saison, autant on voit que Bezzecchi sur les circuits en dehors de l'Europe, il est vraiment phénoménal. Je pense qu'il doit y avoir un truc en plus par rapport aux autres pilotes pour vraiment réussir à avoir ce gain de performance. Peut-être que c'est un pilote qui a une bonne mémoire, tout simplement, parce qu'il a toujours été très bon sur ces circuits en dehors de l'Europe. Cette année en MotoGP, mais même dans les catégories inférieures. Je trouve que il a vraiment une faculté sur ces pistes-là. Là, ce week-end, il était sur un autre rythme. Quand tu le vois le samedi Quartararo peut rien faire pour aller chercher Bezzecchi, et le dimanche, Martin il regardait plus derrière que devant. Il a compris assez vite que Bezzecchi était sur une autre planète. Tous les grands prix où il a été performant cette année, il était quand même sur des rythmes assez dingues, et surtout il a une régularité en course qui est vraiment assez exceptionnelle, Marco Bezzecchi. Donc non, il fait une très bonne saison, il est encore en course pour le titre, il faut le dire, et il enchaîne des très très bons résultats cette année. Donc avec une moto qui a quand même un an d'âge, la GP22, il arrive quand même à faire vraiment des belles perfs. C'est vrai que si tu compares avec Marini,
Alors, encore plus ce week-end, parce que Marini, en plus, a été blessé, mais tu vois quand même que il est sur une autre planète et que les autres peuvent pas aller le chercher. Il colle quand même 8 secondes à Martin. En ce moment, coller 8 secondes à Martin, il faut quand même être vraiment très très fort. Et puis, bon, encore une fois, sa course le samedi, elle est un peu tronquée, mais bon, il prend quand même la 5e place. Il est revenu comme un boulet de canon alors qu'il était quasiment dernier. Donc vraiment magnifique week-end pour Marco Bezzecchi. Et voilà, grande performance du pilote italien qui était vraiment sur un excellent rythme en Inde. Mais voilà, encore une fois, cette faculté à être performant sur les circuits en dehors de l'Europe. Il va falloir donc que ses adversaires se méfient. Parce que ça pourrait être le cas encore du côté de Motegi et sur les pistes restantes. Et il reste encore pas mal de courses, donc pas mal de possibilités encore d'aller marquer des gros points. On poursuit avec Jorge Martin. Là encore, deuxième en qualif, vainqueur de la course sprint. Lui, il a profité du fait que Bezzecchi était tombé. Ça l'a bien aidé. Le dimanche, c'était plus compliqué. On a senti qu'en fin de Grand Prix, il lui manquait un petit peu de jus dans les pneus. C'est une erreur qu'il faisait assez régulièrement avant, je veux dire, il y a 6-7 mois. C'est-à-dire de faire des débuts de course vraiment canon et puis ensuite d'avoir vraiment beaucoup de mal sur les longs runs. Et là, on voit que c'est peut-être ce qui lui a manqué sur ce Grand Prix d'Inde, ce qu'il avait réussi à régler là depuis la 3e, 4e course de la saison, où il comprenait, je pense, mieux les pneus, où il avait vraiment travaillé sur un rythme plus régulier sur son rythme de course, parce qu'en fait, avant, quand il gagnait, c'était vraiment qu'il était vraiment au-dessus du lot. Et maintenant, il arrive aussi à faire des très bonnes courses, des beaux podiums. Ça marque des points, ça score énormément, il est très constant et surtout, il se rapproche de Bagnaia. Parce que voilà, Bagnaia a abandonné le dimanche et pour Jorge Martin, c'est vraiment excellent pour lui. C'est excellent. Le titre par équipe se rapproche aussi du côté de Pramac, qui serait excellent pour l'équipe italienne, ce qui serait aussi une belle récompense pour Zarco et Martin, qui est, je pense, le duo de pilotes le plus complémentaire pour le moment de la saison, assez largement. Même, par exemple, Binder, Miller, c'est pas aussi complémentaire. Il y a une vraie équivalence de performance qui est assez dingue. Donc c'est vraiment du bon boulot qu'il réalise et vraiment super week-end de Martin. Il marque des points quand il faut, il marque des très gros points. Il s'est bien battu dans les derniers tours face à Fabio. Vous connaissez son côté bagarreur, mais là il est vraiment allé à la bagarre face à Fabio qui pourtant en voulait. Ça, c'est peut-être facilité la tâche aussi parce que Fabio, un podium c'était très important pour lui. Donc il fallait pas non plus qu'il tombe et qu'il mette tout et qu'il soit frustré et qu'il ait des regrets. Fabio, mais je trouve que le week-end de Martin il est bon, mais il est dans la lignée de ses week-ends précédents. Encore une fois, il est dans la lignée de sa saison, hein. C'est du très bon boulot qu'il réalise. Il marque des points quand il faut marquer des points. Il est régulier, il tombe très peu depuis 4-5 courses et depuis le 4e, 5e Grand Prix, il tombe très peu désormais. Il enchaîne les résultats, donc bravo Jorge Martin. Et puis je termine du côté des pilotes et des équipes au top par un constructeur. C'est le team officiel Honda. Parler de Fabio, là aussi on a retrouvé des couleurs chez Honda, notamment avec le podium en course sprint de Marc Marquez, avec un Joan Mir qui était performant en qualification, qui a battu même Marc Marquez en qualification, qui prend la 5e place de la course du Grand Prix. Marquez, malgré sa chute, prend quand même la 9e place du Grand Prix aussi. C'est des gros points pour une équipe qui en manque cruellement. Et puis, ça va peut-être aider si on veut tenter de renouveler Marc Marquez ou si on veut tenter qu'il évite de partir du côté de la concurrence. Mais du côté de Marquez, ça lui a fait du bien, je pense, à Marc. Et puis ça a fait beaucoup de bien à Honda parce que dès le début du week-end, ils ont senti qu'ils étaient dans le coup. Ça faisait une éternité, vraiment, que ça leur était pas arrivé.
Je pense qu'il faut remonter à la Thaïlande l'année dernière, voilà, à l'Indonésie, pas la Thaïlande, à l'Indonésie l'année dernière, je pense. Donc ouais, ça faisait 1 an et demi où j'avais pas vu un week-end aussi constant de la part de Honda, du team officiel Honda encore une fois. Ça a été un petit peu plus, enfin, on est un peu plus dans la norme du côté de LCR, mais le team officiel Honda là, a fait du bon boulot et c'est rassurant parce que ça montre que c'est une machine qui peut être performante. Mais il faut pour ça mettre des moyens et ça montre aussi que cette machine, donc elle peut être performante sur certains circuits dans certaines conditions. Donc ça va peut-être donner des pistes de travail pour le team officiel, de savoir que dans ces conditions-là, on est bien. Donc de tenter de progresser sur ces points forts-là pour tenter que cette moto soit plus polyvalente. Ce qui est aujourd'hui le problème de la part de Honda, d'avoir une machine qui n'est absolument pas polyvalente, qui est très brutale. Alors, c'était pas encore parfait, parce qu'encore une fois, Marquez est tombé et Mir aussi, mais il y avait au moins de la performance. Ce qui, ces derniers temps, c'est ce qui manquait aussi. Donc ça, c'est plutôt très satisfaisant pour cette équipe. On passe au bonnet d'âne tout de suite. Premier bonnet d'âne, Marini. Ça fait quelques courses qu'il est quand même un peu... Enfin, c'est une saison qui n'est pas simple. C'est vrai que son équipier domine le domine un petit peu. C'est vrai que il fait pas une mauvaise saison, Marini, mais il est toujours en retrait par rapport à Bezzecchi. Moi, j'ai toujours un problème avec Marini, c'est que je trouve que son rythme de course est beaucoup moins bon que son rythme de qualification. Et ça, c'est depuis le début de sa carrière en MotoGP, mais c'était déjà un petit peu le cas, je crois me rappeler, en Moto2. Parce qu'à l'époque, j'avais le temps de suivre la Moto2 et attentivement, et c'était le cas. Donc, on voit que du côté de Marini, c'est vraiment le souci actuellement. C'est en termes de pilotage, en termes de... Voilà, il a un problème avec son rythme de course qui est moins bon, il y a un vrai écart. Et puis quand de l'autre côté, tu as un Bezzecchi qui est sur une autre planète, pour toi c'est difficile. Et en plus, c'est sûr que là tu fais un week-end à zéro. La chute, tu n'en es pas responsable, hein, lors du premier virage. Mais c'est sûr que ça te coûte énormément et c'est un week-end à zéro, ça fait une nouvelle blessure. L'enchaînement des courses fait qu'en plus c'était pas le bon moment pour se blesser. Avec notamment le Grand Prix du Japon et ça veut dire des points encore de retard par rapport à ton équipier et puis des doutes quand même. Je pense que dans le paddock MotoGP on commence à avoir des doutes sur le véritable niveau de performance de Marini et surtout sur sa capacité à être régulier sur une saison. Il est capable de faire des coups d'éclat aujourd'hui Marini, mais il n'est pas forcément très constant sur toute la saison. Donc je pense que c'est un peu le souci actuellement du pilote MotoGP. Voilà, il lui en manque un petit peu, voilà, tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est, je pense, une déception pour le moment pour lui. On poursuit avec Aprilia. Week-end difficile, pourtant ils avaient un ingénieur moteur qui avait déjà fait rouler des Formule 1 sur ce circuit. Mais on a eu le sentiment que chez Aprilia, on n'avait pas une moto performante. On n'avait pas la moto qui fonctionnait pour le moment. C'est un peu compliqué. Et sur ce week-end, je pense surtout qu'il en a manqué un petit peu pour Aprilia. Il n'y avait pas forcément besoin d'une grosse traction aussi en sortie de virage parce que c'est vraiment la qualité de l'Aprilia. Et sur cette piste, il y a quand même des virages assez rapides, donc les qualités de traction n'étaient peut-être pas forcément... c'est pas le circuit qui avantageait le plus déjà de base l'Aprilia. Puis oui, on voit que sur le week-end, en termes de niveau de performance, en qualif, ils font 9 et 10.
C'est presque Raúl Fernandez qui a été la surprise de ce week-end parce que pour une fois il a été un petit peu dans le tempo. Et ensuite sur les deux courses, le samedi la première Aprilia et 8e avec Maverick Viñales, et le dimanche eh bien c'est encore Maverick Viñales qui prend la 8e place. Mais bon, voilà, c'était pas forcément fantastique avec un Aleix Espargaro qui n'a pas trouvé la solution. Double abandon ce week-end, donc voilà, mauvais week-end. Et puis on voit même pour Miguel Oliveira, bon, il fait 12 le samedi, le dimanche il fait 12 aussi, donc il y avait vraiment un rythme où ça manquait de rythme sur cette moto pendant une grande partie du week-end. Et puis je termine avec une dernière équipe voiture, dernier pilote flop, pardon, c'est Banaya. J'ai eu l'impression de retrouver le Banaya qui faisait l'erreur au Grand Prix d'Argentine, ou au Grand Prix des États-Unis. J'ai l'impression d'avoir vu la même chose, c'est-à-dire qu'il tente un dépassement, il vient de dépasser Jorge Martin et il tombe, comme en Argentine. En Argentine, il venait de faire son dépassement, bam, il était tombé le dimanche. Quand tu regardes quand même le nombre de chutes qu'il a eu le dimanche, c'est des gros points à chaque fois qui s'en vont. Alors c'est vrai qu'en Catalogne, il n'a pas été aidé, mais il y avait eu Austin, il y avait eu l'Argentine. Donc là, il y a encore ce Grand Prix-là. Ça fait quand même beaucoup de points de perdus. Il doit avoir perdu au moins 70-80 points. C'est des points qui lui permettraient en ce moment d'avoir une marge de sécurité sur ses adversaires. Ce qu'il n'a pas, et il se retrouve dans une situation où la fin de saison va être difficile. Physiquement, on ne sait pas trop comment ça va depuis sa chute en Catalogne. Mais là, c'est vrai qu'il va falloir se poser des questions maintenant sur comment gérer la fin de saison, parce que ça va vraiment pas être évident pour le pilote. Donc ouais, la situation va pas être simple du tout pour le pilote italien. Et j'aimerais pas être à sa place, tu vois. J'aimerais pas être à sa place parce que j'ai quand même deux pilotes dont un avec une moto équivalente et une avec la moto de l'année d'avant qui m'a quand même permis d'être champion du monde, qui sont à mes trousses. Avec une moto où j'ai l'impression que je comprends pas trop mes chutes. Je serais inquiet, surtout quand tu sais qu'un des pilotes c'est Jorge Martin. Et qu'il est devenu très fiable, et tu sais son rythme et le fait qu'il soit rapide sur tous les circuits. En plus, Jorge Martin, c'est pas top, hein. Enfin moi je serais assez inquiet si j'étais Banaya, surtout si physiquement je suis pas à 100%. Ça serait terrible. Mais bon. Heureusement pour lui, c'est quand même les courses sprint lui permettent d'être en tête du championnat du monde. Parce qu'imaginons qu'on serait sur un championnat du monde classique où les courses du samedi ne compteraient pas, qu'il n'y aurait que les courses du dimanche qui y compteraient. Il ne serait pas en tête du championnat du monde, il serait même un peu largasse par rapport à Martin et Bezzecchi. Donc, et Bezzecchi serait un peu plus haut en termes de points. Donc je pense vraiment c'est ce qui le sauve pour le moment. Banaya, c'est vraiment les courses du samedi où il a toujours été régulier et il a réussi à tout le temps marquer des points. Eh bien, en parlant de championnat, on regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite les classements de cette saison MotoGP. On commence avec Francesco Banaya qui est en tête, mais l'écart s'est énormément réduit avec Jorge Martin, seulement 13 points, et Marco Bezzecchi est toujours dans la course, également avec 248 points. On retrouve ensuite Brad Binder, Aleix Espargaro et Johan Zarco. Il y a un beau match quand même pour cette 5e place du championnat du monde pilote, avec également Viñales, Marini. Ces pilotes-là ne sont pas très loin. Jack Miller est 9e, Alex Marquez 10, Fabio Quartararo remonte à la 11e place avec son podium, et Augusto Fernandez est 14e, le seul débutant, je rappelle, de cette saison MotoGP. On continue avec le classement des constructeurs, Ducati en tête avec 200 points d'avance sur KTM. Le match KTM Aprilia pour le moment tourne en faveur de KTM, mais ça reste assez serré. Et puis Yamaha passe devant Honda
mais ça reste encore une fois là aussi très serré, seulement 2 points d'écart du côté du classement par équipe. Pramac toujours en tête avec 436 points devant la VR46. On retrouve ensuite Ducati, Red Bull, KTM avec 301 points. C'est un championnat qui est intéressant. Aprilia est 5e. On a ensuite un autre groupe avec Yamaha qui prend la 6e place, Gresini 7, RNF 8 avec 102 points. LCR Honda toujours 9e devant Gaz et le team officiel Honda qui revient un petit peu quand même sur Gaz pour la 10e place de ce classement. Nous, eh bien, on se retrouve pour le Grand Prix du Japon. Ça sera donc le week-end prochain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!